Salut à tous, bienvenue donc sur l'Entrepreneur Lifestyle. Thierry Ashton, donc épisode donc 143. Aujourd'hui donc on va parler de vente. On en a indirectement parlé donc dans certains épisodes. Là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec un expert qui a écrit donc un livre il y a presque 3 ans et donc là qui en sort un nouveau donc avec donc toute son expérience et toutes ses techniques de vente, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de technique de vente, c'est assez naturel, ça change de tout ce que moi j'ai appris, parce que je viens de la vente, hein. Donc on va en parler, et donc ce sera plus une discussion qu'un interview, on va un peu commencer avec un interview, mais on va plus ensuite discuter, donc voilà, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin je vais pas être piégé, mais quasiment, parce que après 140 épisodes, c'est le seul qui me posait une question où je m'attendais pas, donc j'étais un peu surpris. Donc vous allez voir ma réponse, qui n'en est même pas une. Donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Comment être un freelance rentable ? Mon partenaire actuellement donc, te propose une formation gratuite pour devenir un bon freelance, parce qu'il existe précisément 2 types de freelance, ceux qui ont un bon revenu sûr et peuvent choisir leurs clients, les autres qui doivent accepter de travailler avec n'importe qui, même les clients les plus compliqués. Il y a bien sûr beaucoup de raisons à cette différence de réussite, mais l'une des causes principales, c'est de savoir se vendre et de bien marketer son service. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une stratégie précise pour acquérir des clients, et tout ça sans être un vendeur né. Dans cette formation gratuite, tu vas apprendre à trouver plus de clients, prouver ta valeur sans avoir besoin de réellement vendre, construire ton réseau même en partant de zéro, et enfin pouvoir vendre plus cher et automatiser et déléguer tes tâches. Pour recevoir la formation gratuitement par email, tu peux aller sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/freelance, donc thierry-du6henry.fr/freelance. Donc de retour après avoir remercié le sponsor, donc aujourd'hui donc j'ai Nicolas Caron qui a écrit donc Lève-toi et vends, qui a écrit aussi donc d'autres livres, je mettrai les liens dans le résumé. Donc là, il va donc nous parler donc une partie de son livre, parce que comme j'ai dit, on va faire un peu le détour, on va partir un peu sur mon expérience, surtout sur la sienne, donner un peu d'anecdotes, et surtout motiver les gens qui sont consultants, experts, et qui souvent n'osent pas vendre, donc de se motiver à les vendre, de faire le boulot, parce que le boulot n'est pas si compliqué que ça. Il paraît compliqué, mais quand on se met à l'action, voilà, on peut faire de belles choses, et ne pas juste compter sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle l'inbound marketing. Qui est souvent donc une partie de mon audience qui vend en ligne et qui n'a pas besoin donc de prospecter, mais quand les périodes sont difficiles, il faut prospecter, il faut aller donc prendre le couteau, mais bon, il faut aller chercher son client. Donc voilà, on a essayé d'être moins requin, moins parler donc de pure vente, mais voilà, de vente toujours, mais de façon entre parenthèses plus intelligente. Voilà. Donc je te dis à tout de suite avec Nicolas Caron. Salut Nicolas, comment tu vas ? Et très 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 bien. Et toi ? Très bien, merci. Comme je disais tout à l'heure, parce que là on a dû reprendre, on est aujourd'hui donc nous en France, toi tu es à l'étranger, tu es à 5 heures de chez nous, donc tu vas nous emmener un peu de soleil. Donc si on entend un peu de plage, c'est normal, hein, t'es pas trop loin de la plage. Absolument, absolument. On va quand même parler de vente, de choses très sérieuses. En plus, moi j'aime bien en parler parce que je suis le vendeur de formation. Et donc pour moi, comme j'ai parlé avec beaucoup d'invités, que souvent je pose les mêmes questions à la fin, il y a un 5e qui me répond ce que j'aime bien entendre, c'est que tout commence dès qu'il y a une première vente. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de business. Donc il faut l'importance de vendre. Donc il n'y a pas on est ingénieur, on est RH, on est comptable. Il faut vendre. Si on ne vend pas, on est mort, entre parenthèses. Oui, sinon il faut savoir trouver la personne pour vendre pour soi. Mais bon, en général, il faut savoir vendre. Donc je te laisse te présenter, puis on va parler donc de vente et de ton livre dont tu vas donc nous parler. Ok, moi je suis donc Nicolas Caron, je suis à la tête aujourd'hui de mon entreprise qui s'appelle Lève-toi et vends, j'ai pris le même nom que mon dernier bouquin qui traite du sujet que tu viens d'évoquer et de la façon de se vendre soi-même, de vendre son activité, de prendre les choses en main et de ne pas dépendre de qui que ce soit d'autre pour développer son business. J'ai commencé à travailler d'abord dans la vente de produits financiers, c'était au siècle dernier. Et puis après, je suis rentré dans ce métier de consultant en formation commerciale dans plusieurs cabinets. Bon, après, je vais pas rentrer dans tous les détails. J'ai eu quelques expériences successives, également de directeur commercial dans une boîte qui vendait des plateformes e-learning, une grosse boîte américaine. Et puis en 2003, j'ai décidé de créer un cabinet qui s'est appelé Halifax Consulting. Et j'ai été à la tête de ce cabinet que j'ai cofondé avec un associé. Et on a parcouru 17 ans ensemble en partant de zéro et jusqu'à le mener à une belle petite société qui aujourd'hui fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est implantée un peu partout dans le monde. Et puis fin 2020, j'ai décidé de vendre mes parts et de commencer une nouvelle vie. Et aujourd'hui, je me consacre uniquement à 2 choses qui sont
la rédaction, l'écriture, parce que j'adore ça. Donc j'ai repris un blog sur mon site sur mon site Nicolas Caron, pardon, où j'ai recréé un blog consacré à l'efficacité commerciale, où je publie 2 fois par mois. L'écriture de bouquins, là j'en sortirai un dans quelques semaines à nouveau. Et puis surtout l'animation de conférences pour des publics de commerciaux, de managers commerciaux, tu sais, dans ce qu'on appelle les sales conférences, dans les conventions commerciales. Donc j'ai connu. voilà, donc en ce moment, j'en faisais pas mal l'année dernière. Là, évidemment, c'est l'arrêt complet. Mais je commence à avoir des premières réservations, donc je suis très heureux. On commence à percevoir le post-Covid, j'espère. Et d'ici des premières dates en juin, je pense qu'en septembre, il y en aura beaucoup. Puis janvier prochain, ça va reprendre le rythme normal. Donc là, on attend impatiemment. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, comme il n'y a pas de conférence en ce moment, je suis parti patienter au soleil. et j'en profite. Bon, dans tous les cas, on va parler donc de vente, parce qu'il y a plein de gens parce que là, on a un public, bien sûr, de consultants, d'entrepreneurs, de patrons de TPE, et aussi beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui souvent se cachent derrière le site internet, le marketing, pour ne pas vendre. Mais en fin de compte, il n'y a rien de mieux et de plus simple et de plus sûr que d'aller vendre et d'aller prendre, entre parenthèses, je vais pas dire son argent, mais d'aller mener soi-même sa barque, ne pas attendre que les choses tombent et faire de l'inbound marketing, même si c'est important, ça peut aider. Donc toi, dans ton livre, donc Lève-toi et vends, en plus ça porte bien son nom, il est vraiment bien. Comment tu conseilles en général tes clients, qu'est-ce que les gens doivent faire en premier? Alors, écoute, je ne sais pas si ma réponse va être le reflet du livre exactement ou du prochain, mais dans l'esprit par rapport à ce que tu dis, c'est le sous-titre du livre qui est le plus important. C'est parce que tout commence toujours par une vente. Enfin, c'est exactement ce que tu dis. La phrase de Kawasaki, ouais. Exactement. Il faut que les gens comprennent ça et il faut qu'ils comprennent 2 choses. D'abord, c'est une initiative personnelle. Il faut s'y mettre. Il faut arrêter d'attendre que ça tombe du ciel. Il faut faire attention à l'illusion de toutes ces méthodes, growth hacking, inbound marketing, tout ça, qui sont tout à fait respectables. Je respecte au premier plan, mais qui sont des machines de guerre, qui nécessitent des investissements. Et si ton public, c'est des publics d'indépendants, je suis pas sûr que tout le monde ait toujours les moyens de se prendre des solutions de ce type. Et puis, parce qu'une fois que tu as acheté la solution, faut la calibrer, faut avoir du conseil, etc. Donc, il y a quand même l'esprit numéro 1, c'est avoir une initiative personnelle, se prendre par la main, comme tu le dis, et puis y aller, quoi. Et pour y aller, bien souvent, on se fait des nœuds dans la tête. C'est pas si compliqué que ça, quoi. C'est surtout une intention, une action régulière, et arrêter de différer tout ça. La prospection, c'est jamais urgent, hein, c'est bien connu. On a toujours des tas de choses à faire, mais voilà. C'est un peu comme écrire un bouquin. Tu sais, le secret, tous les grands écrivains, je me considère pas comme un grand écrivain, hein, mais tous les grands écrivains le disent, la principale difficulté pour écrire un livre, c'est de s'asseoir devant sa machine à écrire et de taper. C'est pas d'écrire. Je confirme parce que je sors un livre le 7 mai et j'ai bien galéré. Pourtant, moi, c'est plus de l'oralité de la vidéo, mais bon, je l'ai fait. Voilà. C'est de s'y mettre. Bah, quand tu veux prospecter de nouveaux clients, il faut que tu t'y mettes, quoi. Donc, c'est quoi ton marché? Quelles sont tes cibles? Comment tu les contactes? Et comment tu t'y mets tous les jours? Et souvent, en plus, moi, je disais, parce que là, on parle de vente, mais on va peut-être parler de l'avant-vente. Souvent, le produit, c'est pas le produit qu'on a, c'est nous-mêmes le produit, entre parenthèses. Et comment tu mets les gens, comment les gens doivent se préparer. Donc, souvent, on parle du vestimentaire, peut-être de la communication, de mieux connaître son client, de faire une étude sur son client, peut-être sur, ses prospects, on va dire. Comment on se prépare à vendre déjà? Alors, là, il y a 2 choses dans ta question. Déjà, tu dis, qu'est-ce qu'on vend? Alors, effectivement, je sens dans tes questions, dans ton public, qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des services. Et c'est vrai dans tous les cas, mais c'est encore plus vrai dans les services. Ce qu'on vend d'abord, c'est soi-même. Donc, c'est un truc assez, c'est à la fois magique et violent. C'est-à-dire que je reçois quelqu'un, et c'est pas très politiquement correct de dire ça, parce que tout le monde va pas l'avouer. Mais très souvent, c'est fait en 15 secondes, quoi. En 15 secondes, je sais si j'ai envie ou pas d'aller plus loin avec le gars. Après, on va être politiquement correct, on va discuter, etc. Mais très, très rapidement,
il va y avoir la confiance va être là ou pas, quoi. C'est ce qu'on peut appeler un peu la magie de la posture, quoi. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup j'ai confiance au gars que j'ai en face de moi? C'est un Et peu le ça, côté psychologique, on va dire que des fois même on contrôle ou on peut contrôler, parce qu'on dit souvent que les gens aiment bien acheter ou faire du business avec les gens qui leur ressemblent. Donc est-ce qu'il faut tout faire pour mimiquer ou ressembler à la personne qu'on a en face de soi? pas tout faire parce que ça devient caricatural et ça peut après on va tomber dans des stéréotypes complètement absurdes, tu vois. Mais ressembler, oui. Renvoyer une image qui ressemble, oui. Se synchroniser, ça a été revu et revu dans tous les stages de vente. Se synchroniser avec l'autre, oui, mais ça ne veut pas dire copier. Ça veut dire que si je vois un chef d'entreprise un peu charismatique, détendu, et que je suis assis, raide comme un piquet, ma mallette sur les genoux, très droit, très propre sur moi, je lui renvoie une image qui a des années-lumière de lui. Alors ça ne veut pas dire d'être décontracté, d'être familier, mais ça veut dire d'être un minimum en phase, quoi. On apprécie les gens qui nous ressemblent. Donc voilà, renvoyer une image à peu près comparable. Donc ça, Et aussi montrer qu'on est pro, si t'as qu'à faire. Bien sûr, montrer qu'on est pro, montrer qu'on est préparé, pas venir les mains vides. Venir avec toujours avec des idées neuves, avec des choses à partager. Donc, première chose, déjà, c'est sur la posture. Donc, la posture, c'est un peu difficile à exprimer comme ça. C'est un truc un peu magique, mais dans le bouquin, je parle dans le premier chapitre de ça, et je parle d'une anecdote qui m'avait fait très révélatrice pour moi. C'est un truc perso que je raconte quand je vais voir un chirurgien où j'étais complètement traumatisé parce que j'ai un problème médical qui me paraissait assez grave et j'étais très stressé depuis des mois et je voyais des médecins qui me rassuraient pas du tout. Puis je suis allé voir le chirurgien et le gars, en 15 secondes après être rentré dans son bureau, j'étais rassuré, quoi. Et c'était absolument magique. Et il m'a dit quelques mots, il avait une posture particulière et instantanément j'ai su que j'étais dans de bonnes mains. Et c'est ça la magie. C'est-à-dire que je reçois un fournisseur potentiel, je reçois un consultant, il faut qu'en quelques secondes, je me pose plus la question, que je me dise, c'est le bon casting. Et ça, c'est difficile. Alors, j'essaie de donner des clés. C'est quoi? C'est savoir inspirer confiance, c'est ça plutôt? Oui, exactement. C'est la clé numéro 1, c'est savoir inspirer confiance. Donc, comment on fait? Ah, oui. Enfin, déjà, moi, je vais donner un conseil. Enfin, je vais donner un exemple parce que moi, ça m'est souvent arrivé. Même si après, ça dépend des cultures. Parce que des fois, moi, je l'ai mal pris parce que comme je suis vendeur en plus de formation, donc une personne qui me regarde pas dans les yeux, j'arrive pas à faire du business avec lui. Et une fois, on discutait, on m'a dit, ouais, mais il y a des cultures où les gens, ils peuvent pas regarder dans les yeux. C'est un respect. Je dis, oui, mais ça, moi, je le savais pas. Et puis, je sais pas si lui, en face de lui, il a la culture. Mais moi, en France, je suis en France. J'allais acheter j'étais dans l'immobilier, j'allais investir. La personne me parle, ne me regarde jamais dans les yeux. Et elle a une gestuelle ça passe pas. Je me dis, mais lui, là, il fait ce qu'il veut, c'est pas la peine. Donc, est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça? Alors, oui, il y a... Bon, le regard, c'est quand même important. Regarder les gens dans les yeux, c'est quand même important. Mais après, il y a une posture physique qui doit être en raccord avec ce que tu exprimes. Il y a la synchronisation, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a le niveau de discours, c'est-à-dire ce que tu exprimes au début. Et par exemple, j'ai donné un truc tout bête, mais qui est vraiment, à mon avis, très important. Très important. C'est que on a biberonné des tas et des tas de vendeurs et t'as des tas de bouquins qui traitent de ça. Moi, je respecte tout ce que disent les gens. Après, je dis pas que c'est bien, c'est mal. Je dis mon point de vue. Mon point de vue, c'est que aller voir un prospect, parce que là, on parle de prospection surtout, avec l'intention de faire connaissance, avec l'intention de faire une découverte, avec l'intention de faire parler sur l'organisation, avec l'intention de poser des questions dans tous les sens, c'est pas pertinent. Je pense que c'est pertinent, mais pas dans un premier temps. Les gens aujourd'hui sont submergés de demandes, ont une offre dithyrambique à portée de clic. Ils ont surtout peu d'attention. Et ont peu d'attention, ont des agendas un peu surchargés. Si j'accepte de te recevoir et que tu viens me voir, et qu'au bout de 2 minutes, tu commences à me dire, tiens, monsieur Caron, j'aimerais bien savoir comment vous êtes organisé, est-ce que vous pouvez me parler de votre business, ou bien j'aimerais bien faire connaissance, et dites-moi ce que vous faites exactement, mais je suis au bord de l'évanouissement, quoi. Donc, mais ça, c'est marrant parce qu'à la base, enfin, ça paraît être la base. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'il faut... Ah, donc ça a changé, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Mais si tu veux, j'ai écrit mon premier bouquin en 97. Si jamais tu le ressors des archives, tu vas trouver Nicolas Caron qui dit il faut commencer par les 4 C. Alors, le premier C, contact. Après, le deuxième C, connaître. Et donc, il faut poser plein de questions. Et surtout, t'argumentes pas avant d'avoir bien compris.
Je l'ai écrit moi-même. Mais aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible parce que en 97, oui, il y avait pas Internet n'est pas aussi développé pour que je sache plein de choses sur toi avant de venir te voir. Donc le gars qui vient me voir et qui me pose des questions sur mon organisation, sur ce que je fais, etc., qui vient vous faire du conseil un peu en informatique, etc., mais c'est rédhibitoire. Le gars, il a qu'à faire 2 clics, il sait, il peut savoir la majorité des choses sur mon entreprise. Ouais, donc c'est un peu ce que tu disais avant, ce qu'on disait avant, donc être pro et donc se préparer avant. Être Quand on peut. pro et pas venir les mains vides. Ouais. les mains vides. Si tu es invité samedi soir chez des potes, tu vas pas aller comme ça les mains vides. La moindre des choses, c'est que tu viens avec une bouteille de champagne, avec un bouquet de fleurs, quelque chose. Bon, bah, si j'ai accepté de te recevoir pour venir me prospecter, à le minimum, c'est que tu viennes pas les mains vides. Et ne pas venir les mains vides, c'est venir avec une forme de respect, une forme de préparation et m'apporter quelque chose. Moi, je suis égocentrique. Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu veux? Avec quoi tu viens? Et la moindre des choses, c'est que je puisse me dire que quand tu vas quitter ce bureau, j'aurai appris quelque chose. J'aurai des idées neuves. J'aurai eu un éclairage. J'aurai eu une question qui m'aurait marqué. J'aurais une envie d'aller un peu plus loin avec toi et de creuser. J'aurais pas passé 1 heure à répondre à des questions sur ma vie, mon œuvre, ce que j'ai déjà fait et ce que je connais par cœur. Ça m'intéresse pas. Donc il faut se pré-mâcher le travail et ne pas faire perdre son temps à son client, on va dire. Mais oui, avoir une espèce de respect du temps. Et après, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as apporté des idées neuves, une fois que tu as fait comprendre à l'autre que tu peux lui apporter quelque chose de différent, que tu n'es pas venu les mains vides, d'un seul coup, ça se détend. Et là, lui-même va te poser des questions. Et c'est là que tu vas rebondir et que tu vas pouvoir partir dans un diagnostic, comment dirais-je, plus classique et évidemment nécessaire. Mais quelquefois, il me semble que la confiance et le début d'entretien est un peu difficile parce que les gens viennent en se disant, c'est normal, en technique de vente, on m'a dit de poser des questions, donc je viens et je pose des questions. Mais le gars, il a peut-être autre chose à faire. Oui, combien de fois j'ai vu ça? Nouveau chargé d'affaires dans ma banque traditionnelle, le gars il vient me voir, ah, monsieur Caron, je suis content, je voulais venir vous voir pour faire connaissance, vous parler de votre métier, mais au secours, quoi. Alors je suis gentil, je veux pas être méchant avec le gars, etc., mais c'est pas possible, quoi. Le gars, il se démarque pas. Non, en plus, t'as pris, je pense, entre parenthèses, pour moi, t'as pas pris le bon exemple parce que les conseillers qui changent tous les 6 mois, qui viennent, on sait très bien qu'ils vont nous appeler pour nous vendre une carte et ils changent et ils ont besoin de faire exprès. Enfin, on leur a dit de nous appeler pour nous présenter et faire du quota. Et c'est vrai que souvent, ces gens-là, ils ont même pas pris le temps de regarder le dossier parce qu'il y a eu plein de personnes avant eux et c'est un peu dommage. Donc moi, quand la banque m'appelle, j'y vais plus. C'est plus simple parce que je sais très bien qu'ils veut se présenter et dire que voilà, il va s'occuper de moi. En fait, quand c'est pas vrai. Parenthèse, mais ça, c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Donc là, on a parlé donc plutôt du vends-toi d'abord, on va dire, hein, plutôt la partie avant. Donc ton livre, tu parles de vendre aux reptiles. Qu'est-ce que tu veux dire par vendre aux reptiles? Parce que ça, j'avais jamais entendu ça. Ah ouais. Alors, vendre aux reptiles, en fait, c'est une image, tu sais, c'est de dire, en gros, si on est encore là tous les deux à discuter, c'est parce que on a eu la faculté, enfin la race humaine a eu la faculté d'avoir un côté de notre cerveau qui est le reptilien, c'est le plus ancien, c'est 200 millions d'années, qui réagissait au flight and fight. Et quand il y a un ours qui débarque, c'est lui qui te dit retourne-toi et pars en courant. Bon, je caricature un peu, mais l'idée c'est ça. C'est ce qui a fait que, tu sais, qu'il y a plein d'espèces dans l'humanité qui ont disparu parce qu'elles ont été anéanties. Nous, on a survécu grâce au cerveau reptilien. C'est le plus ancien. C'est le plus ancien, mais il est primaire. Le reptile, il est primaire. Il réfléchit pas très bien. Et c'est bien, c'est mal. J'aime pas. Je déteste, j'adore. Voilà, en gros, c'est ça. Et voilà, ça, c'est le plus ancien. Et puis, après, un peu plus tard, il y a eu le cerveau limbique qui est arrivé. Le cerveau limbique, alors moi, je l'appelle pas comme ça. Dans le bouquin, je l'appelle le psy. C'est le siège des émotions. C'est celui qui lui aussi, il est un peu primaire, il est un peu réactif, tu vois, il réagit vite, il aime pas, et il est très émotionnel. Et puis enfin, 60 millions d'années, c'est le petit dernier, c'est le néocortex. Alors moi, je l'ai appelé Einstein dans le bouquin. C'est comme dans le petit dernier de la famille, c'est lui c'est le plus turbulent, c'est lui qui fatigue tout le monde. Je te confirme, moi. C'est lui qui fatigue tout le monde. J'en ai 3, donc je te confirme, ouais. Voilà, lui c'est le 3 dernier, tu vois. Il faut imaginer une coloc, en fait, dans ton crâne. Il y a les 3, il y a la reptile qui est plus ancien, il y a le psy qui est et puis il y a et puis Einstein qui est le petit dernier, mais qui fatigue tout le monde. Pourquoi il fatigue tout le monde? Parce qu'il réfléchit du matin au soir. Et le gars, il n'arrête pas. Il analyse, il réfléchit, il est dans le méta, toujours en train de réfléchir. Et ça te fatigue. Et tu sais, donc je caricature un peu, mais si tu lis des études sérieuses, on va dire que le glucose consommé par le corps et tout ce qui te fatigue, c'est le cerveau. Et quand on parle du cerveau, c'est le néocortex. C'est justement Einstein qui fatigue. Donc,
Si tu réfléchis toute la journée comme ça, tu vas être crevé. C'est pour ça que tu rentres chez toi le soir, tu te mets dans le canapé, tu allumes la télé, tu ne veux plus réfléchir. Donc, il faut bien qu'il y en ait un qui surveille. Et qui surveille, c'est le reptile. Et le reptile, son job, c'est de faire le détecteur bullshit. C'est lui qui va faire en sorte de, oui ou non, tu vas avoir le droit de parler à Einstein. Oui ou non, il va te laisser rentrer dans la discussion. Donc là, je raconte ça dans le bouquin et dans les conférences de façon un peu plus détaillée, mais en gros, tu vois l'esprit, c'est que très souvent, les commerciaux font une erreur, c'est qu'ils parlent tout de suite à Einstein. C'est-à-dire qu'ils sont tout de suite dans du méta, dans de l'intellectuel, dans quelque chose de sophistiqué. Alors que là, l'autre, il n'est pas du tout prêt. L'autre, il est en train de se dire, bullshit, pas bullshit. Intéressant, pas intéressant. Je vais perdre mon temps, je vais gagner du temps. Je vais apprendre des choses ou je vais perdre, ou je vais rien apprendre. Et tant que inconsciemment, le reptile donc n'a pas compris ça, il passe pas. Donc, je peux donner la tête, te dire oui, ça m'intéresse, mais en fait, ça m'intéresse pas. Je suis en train de regarder la tête que t'as, tes lunettes, si j'ai envie ou pas, si je te trouve sympa, mais je suis pas dedans. Et donc, en fin de compte, moi, ça m'emmène plein de questions. Excuse-moi de te couper. C'est est-ce que ça tu le lis, parce que moi je l'ai approché à l'école ça, et après sur le terrain. Est-ce que ça tu le lis à il y a deux façons de le faire. Soit tu lis dans son cas, donc tu as différents types de personnes qu'il faut donc apprendre à lire. Donc là, c'est dans l'autre sens, c'est le vendeur qui lit le... Ouais. Ou sinon, c'était les clients bleus, verts, enfin j'ai oublié les couleurs, moi je suis pas trop dans la technique. Est-ce que ça c'est important, qu'il faut les connaître, parce que là on va peut-être faire peur aux gens qui sont consultants ou autres, ils vont se dire il faut un peu, en tant que, même si on est à son compte et qu'on compte un jour embaucher des commerciaux, qu'il faut soi-même savoir connaître qui est le type de client qu'on a en face de soi. Et par rapport à ça, donc on pourra vendre d'une façon différente. Alors, je vais être prudent parce que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend, tout ça, de toute façon, ça fait toujours du bien aux gens. Donc, on va pas dire ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, le son cas. Enfin, moi, je te confirme aussi que je l'ai vu sur le terrain. Il y a des gens, quand je les voyais, je dis, oh là là, lui, c'est pas la peine, je parle à madame. Ou vice versa, parce que je le sentais. Mais après, des fois, ce qu'on sent, c'est pas vrai. Oui, non, mais c'est bien. Tous les modèles, tu sais, il y a un grand statisticien qui dit tous les modèles sont faux, certains sont plus utiles que les autres. Bon, ben voilà. Donc, le son K, c'est tout à fait pertinent. Je l'ai utilisé pendant des années. Les modèles bleu, vert, jaune, rouge, moi, je sais pas très bien les utiliser, je les utilise pas. Donc, mais si ça aide les gens, très bien. Moi, je crois que il y a plus de ressemblance entre les gens que de différence. Donc, là, mais c'est vraiment une posture personnelle que je imposerai à personne, mais j'ai beaucoup de mal moi avec les tests et les modèles comme ça, mais et je suis persuadé qu'on a plus de ressemblances. Si tu poses la question à quelqu'un, comment est-ce que tu apprécies qu'on te parle? Bah, tu vois, là, je noterai sur un papier ce que tu vas me répondre, je sais déjà ce que tu vas me répondre. À mon avis, tu vas pas me dire, j'aime bien qu'on passe par la bande, j'aime bien qu'on parle de façon très sophistiquée, j'aime bien qu'on me dise un charabia que je comprends pas. À mon avis, tu peux pas dire ça. C'est-à-dire, j'aime bien qu'on soit direct avec moi, j'aime bien comprendre ce qu'on me raconte, et j'aime bien avoir un professionnel en face de moi. Bon, ben voilà, c'est pas la peine de se faire des nœuds dans la tête puis aller plus loin. Et parler aux reptiles, c'est ça. C'est parler de façon simple. Tu sais, dans le sport, on dit les grandes équipes sont celles qui jouent le plus simple. Alors, dans le commerce, c'est pareil. Je veux dire, que quand t'écoutes Gilles Degène, paix à son âme, parler de sciences scientifiques, t'as l'impression que t'es intelligent. Je crois que le prix Nobel des gens qui ont obtenu le prix Nobel pour la découverte de l'ADN, je crois, un truc comme ça a duré 5 minutes en présentation. Tu vois ? Et toi, tu viens présenter ta solution de service un peu élaborée, tu as une demi-heure de pitch pour expliquer ce que tu fais, c'est pas possible. Donc en tant que vendeur, il faut avoir l'esprit d'un quelqu'un qui fait ce qu'on appelle un elevator pitch. Il faut avoir un truc concis, prêt, et ne pas perdre de temps, ne pas faire de détour. Oui, sauf que j'ai jamais vu faire qui que ce soit un pitch dans un ascenseur. Donc ça aussi, je fais attention à ça parce que. Non, mais je prends l'exemple. Alors je vais donner. Je sais pas tu as raison. Je sais pas si tu connais Grant Cardone. Oui, je connais. Bon, moi j'ai grandi avec Brian Tracy et comment il s'appelle lui. Enfin, tous les gars qui faisaient les cassettes à l'époque, parce que bon, je suis un peu plus jeune, j'ai 45 ans, mais bon, j'ai appris avec eux. Et lui, en fin de compte, quand il t'explique, ou comme toi, un peu quand j'ai compris, on parle directement, on perd pas de temps, on parle de prix. On va plutôt, au lieu de faire du blabla, on va direct à ce qu'on veut. C'est un peu ça aussi maintenant ? Alors, pas exactement. Ce que je dis, c'est que on parle directement simple. Alors, l'elevator pitch, tu as raison d'évoquer ce point-là parce que c'est quelque chose qui est très connu. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention parce que quelquefois, l'elevator pitch, il y a des gens qui ont été formés à ça, et ça devient un truc complètement artificiel, où on te sort une sérénade, le gars, il a répété ça 10 fois dans son bureau, et puis il te sort son truc comme ça, dans un cocktail, ça n'a ni queue ni tête.
OK pour l'elevator pitch, mais vraiment l'adapter à chaque fois. Et surtout, ce que je veux souligner, c'est rester simple, dire les choses simplement, dire les choses clairement, ne pas faire des trucs sophistiqués. Il faut que c'est difficile d'écouter l'autre. C'est difficile d'écouter l'autre. Alors, à chaque fois, on parle de l'écoute du vendeur, mais il faut penser à l'écoute de l'acheteur. C'est à toi d'aider l'acheteur à écouter. C'est à toi de faire en sorte qu'il soit passionné par ce que tu lui racontes. C'est à toi de faire en sorte que ça soit simple à comprendre. Et trop souvent, les gens sont involontairement très égocentrés parce que se regardent le nombril toute la journée, pensent à leur boîte toute la journée, sont très au clair sur leur propre offre et pensent que le gars en face de qui ils sont depuis 10 secondes va intégrer tout ça. Mais c'est pas possible. Donc pour lui, c'est nouveau. Il y a 15 minutes, il était avec un autre rendez-vous. Dans 30 minutes, il sera avec un autre. Et là, tu es en face de moi et tu dois me parler. Donc il faut que ça soit limpide. Surtout que c'est une erreur, pour être dans ton sens, c'est que surtout certains pensent que d'employer des termes trop professionnels, ça va faire très pro. Mais en fin de compte, par rapport à ce que tu dis, ça va plutôt les embrouiller parce que certains ne connaissent pas les termes techniques. Et donc de faire trop pro, ça veut dire que la personne va dire oui, il connaît ces mots, mais en fin de compte, j'ai rien compris. Voilà, c'est ce qu'on appelle colorier son discours. Si t'es face à un patron de SN, que tu lui parles de taux journalier, que tu lui parles d'intercontrat, que tu lui parles son jargon, c'est très bien. Si tu es certain que c'est le même jargon, au contraire, tu vas monter quand je suis face à un banquier, que je lui parle de PNB, bon, très bien, il faut le faire. Mais ça, c'est du discours du métier. Ça porte pas sur ton offre en tant que telle. Là où j'insiste, c'est que quand tu parles de ton offre de service, quand tu parles de ce que tu proposes, soit en service, soit en produit, il faut que ça soit limpide. Et on s'aperçoit quelquefois, moi j'ai passé des journées avec des gars en formation, des journées au sens propre, à les faire travailler là-dessus, jusqu'au moment où enfin je comprends. Alors je caricature un peu, mais où je comprends, où c'est limpide. Et comme tu me disais, c'est quoi parler aux reptiles ? C'est ça, parler aux reptiles. C'est faire un truc limpide. Tout de suite, je comprends. Tout de suite, je me dis, putain, il a raison. Juste préciser, parce que c'est vrai que même là, j'ai employé plein de termes, mais précise ESN pour ceux qui ne comprennent pas, et son cas, je le mettrai dans la description. Ouais, voilà. ESN, entreprise de services numériques, qui est le nouveau nom des SS2I quand on était encore enfant. Toutes les boîtes de conseil, voilà. Voilà, des boîtes de conseil informatique. Donc là, on a fait plein de choses. Donc on s'est bien présenté, on est pro, on s'est vendu soi en début. On a commencé à parler au service reptilien. Qu'est-ce qu'on fait après ? Parce que là, il y a plein de gens qui disent oui, mais ils nous parlent, mais là, c'est entre vendeurs. Nous, on n'est pas aussi bons. Nous, on n'a pas le côté PNL, on comprend pas tout ça. On veut un truc simple, on veut faire du cash et faire des ventes. Enfin, je retire le cash, excusez-moi. Faire des ventes et servir mon client. Voilà. Je veux dire, si tu as compris déjà tout ce qu'on a dit là, tu t'arrêtes là, tu réécoutes et tu travailles uniquement là-dessus. Si déjà, dans la vente, il y a 2 ventes. Il y a la première vente et la deuxième. La première est la plus importante. Et la première, c'est tout ce qu'on vient de voir. Si au bout de 10 minutes, je me dis, ce gars est pro, il connaît vachement bien son sujet, il a des idées neuves, il peut m'aider, et c'est fait. Après, c'est plus de la vente. Faut arrêter Après, c'est plus de la vente. C'est une discussion entre 2 professionnels pour aboutir à un projet. Je veux dire, tu vois, c'est plus. Faut arrêter de se mettre des idées dans la tête. Faut oublier la vente, oublier de se dire est-ce que j'ai posé une question ouverte, question fermée, est-ce que c'est l'alternative, est-ce que je lui fais le truc, l'entonnoir ou je ne sais quoi. Enfin, je caricature un peu. Tout ça, c'est utile, mais je veux dire, si la première vente est faite, c'est fini. Après, c'est l'autre qui est demandeur. Tu le transformes, c'est l'autre qui va te dire mais alors attendez, dites-moi plus, comment ça pourrait se passer. Et ça y est, c'est gagné. Et après, tu rebondis sur cette question, tu dis écoutez, je suis absolument ravi, je peux vous en dire plein, je peux commencer à vous en dire plus, ou peut-être maintenant vous avez vu ce que je voulais faire, est-ce que je peux vous poser 2-3 questions pour vraiment bien comprendre avant d'adapter. Mais après c'est une discussion, c'est comme si tu étais en train de, tu vois, je caricature, mais c'est comme si tu étais en train de boire une bière, un café, et puis voilà, c'est comme ça la situation, faut la voir. Faut arrêter de se mettre des nœuds dans la tête, les gens sont pas en train de quelquefois, il faut faire attention, les gens sont pas en train de juger la qualité de l'entretien de l'autre. C'est pas un jeu, c'est pas gagner, c'est pas question pour un champion, tu vois. On n'est pas jugé sur la qualité de ses questions. On n'est pas jugé sur la qualité de la conduite de l'entretien. C'est complètement inconscient. L'autre, il est en train de se dire, j'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Est-ce que ça va m'apporter quelque chose à moi ou pas ? S'il a compris oui, ça peut lui apporter quelque chose, mais terminé, quoi. C'est pas la peine de. Après, tu peux peaufiner, tu peux travailler. Mais déjà, si tu as travaillé ça, et je pense que c'est le plus important. Surtout pour les gens que tu citais tout à l'heure qui ont quelques craintes, qui se disent comment je vais m'y prendre, etc. Qu'ils arrivent à se vendre eux-mêmes, qu'ils arrivent à vendre de façon explicite
à présenter de façon explicite, très claire pour le reptile, très simple, leur proposition de valeur et ce qui les différencie, mais waouh, ils ont fait 90% du chemin. Le reste, c'est du fine-tuning. Vraiment. Parce que là, tu nous as donc dessiné ça donc assez façon simple. J'aimerais revenir, parce on a souvent posé la question, et j'en ai un peu parlé dans certains interviews que j'ai eues, le côté prospection, parce que là, les personnes qui écoutent vont dire, en fin de compte, Nicolas, je vais prendre le bouquin, je vais prendre sa formation, il est magnifique, je vais me coacher par lui, parce que ça fait simple. Je vais alors prendre la partie difficile. Parce que souvent, en plus, on est dans un monde où on est un peu enfermé, donc on oublie un peu les réseaux sociaux, même si même là, certains ont peur des réseaux sociaux. Pourtant, personne ne va être mangé sur les réseaux. Parler donc de ce qu'on appelle les appels à froid, ce qu'on appelle le call calling, qui est un super outil pour moi. Il n'y a pas mieux, même si les gens ont peur de parler, ont peur du téléphone. Bien sûr. Donc là, on revient au début, parce que souvent, ça paraît assez facile parce qu'on a déjà le client, on a le rendez-vous. Donc quand on a le rendez-vous déjà, on a fait la moitié, il y a la moitié qui est fait. On repart au début. Alors, Thierry, là, je suis extrêmement embêté, cher ami, parce que j'ai pas trop envie de parler de ça, parce que j'ai un prochain bouquin qui va sortir là-dessus exclusivement. Fais un peu de teasing. Voilà, fais un peu de teasing. Mais bon. Et dans quelques semaines, comme ça, tu seras obligé de me réinviter pour faire la suite. Mais bon, mais je rebondis sur ce que tu dis. D'abord, tu dis, ce qu'on a vu là, c'est la partie facile, et maintenant, on va aller voir le plus dur, qui est la prospection. Alors, je reviens là-dessus. Ce qu'on a vu là, moi, tu sais, quand je formais des gens à la prospection, souvent, on faisait des programmes, des parcours, et souvent, je disais à mes clients donneurs d'ordre, on va pas commencer par la prospection téléphonique ou autre, on va commencer par conduire le premier entretien. Alors, chronologiquement, ça paraît bizarre de se dire, on va commencer un truc alors que c'est après. Et je faisais exprès, je disais, parce que tant que tes gars n'arriveront pas à se visualiser face aux clients, qui les accueille, qui leur dit « Bon, vous vouliez me voir, je vous écoute », tant qu'ils ne sauront pas comment prendre le bout face à ce genre de situation, ils vont avoir du mal à forcer le rendez-vous. Tu vois, si tu veux prendre rendez-vous avec moi et que je te dis « Bah ok, moi je veux bien, mais venez avec quelque chose à me dire, quoi. Hein. » Tu vas peut-être un peu hésitant parce que tu dis « Ouh là, ça va être difficile, quoi, je ne vais pas pouvoir lui poser les questions ouvertes que je veux, etc. » Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est vraiment utile pour se sentir à l'aise dans le premier rendez-vous, le tout premier rendez-vous en face à face, et se sentir d'autant plus à l'aise quand tu vas essayer de prendre rendez-vous par téléphone, par exemple, en amont. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu me dis, moi je crois beaucoup au téléphone, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, etc. Moi aussi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est aujourd'hui devenu d'ailleurs un signe de différenciation énorme. Il y a très peu de gens qui téléphonent. Tout le monde se précipite sur les réseaux sociaux et contourne l'obstacle. Et ceux qui prennent leur téléphone et qui font le job, eh ben évidemment, chopent plus de rendez-vous que les autres. Donc, il faut s'y préparer. Ça, je traite ça en long en large dans mon prochain bouquin. Et fondamentalement, c'est pas très compliqué parce que de toute façon, il y a moins de concurrence. Et puis, il faut là aussi arrêter de se faire des nœuds dans la tête. Très souvent, les gens se disent les gens, ils aiment pas qu'on leur téléphone, etc. C'est faux. C'est faux. C'est pas que les gens n'aiment pas qu'on leur téléphone, c'est que les gens n'aiment pas qu'on leur raconte des balivernes. C'est que les gens n'aiment pas qu'on les dérange pour rien. C'est que les gens n'aiment pas qu'on les appelle pour rien leur dire. C'est que les gens n'aiment pas qu'on les appelle sans avoir un minimum préparé et sans savoir à qui ils s'adressent. Voilà, ça. Et surtout, moi, j'aimerais rajouter parce que moi, comme je suis de la vente, et quand je suis de la vente, je viens du porte-à-porte, moi. J'ai fait un peu de vente au début, téléphone, j'ai pas aimé. Là, je suis revenu parce que je suis bizdev à temps partiel en tant que consultant. Mais à la base, moi, ce que j'aime, c'est aller prendre le produit, aller en porte et taper, donc c'est plus direct. Mais je peux pas taper 1000 portes. Et qu'au téléphone, je peux faire plus de personnes, contacter des gens des fois qui sont pas contactables. Et au contraire, quand on m'appelle, je suis toujours là parce que je respecte le métier, donc j'écoute. Et quand je vois que les gens lisent un script, j'entends 10 personnes derrière qui parlent parce qu'ils sont souvent sur un plateau et que la personne lit un script m'écoute pas, j'ai dit bon, ça m'énerve. Je dis c'est dommage. Et j'étais ouvert, donc je raccroche. Et j'aime pas raccrocher. Et quand j'ai une personne qui prend son temps, qui m'écoute, même si ça m'intéresse pas, et qui parle intelligent, et on a une vraie discussion, c'est un balai, quoi. Et voilà. Merci, c'est dommage, ça m'intéresse pas, mais bonne continuation. Voilà. Et voilà. Ça, j'aime bien. Mais ça fait vraiment partie du jeu. Alors, je raconte une anecdote là dans le prochain bouquin là, mais je ne veux pas trop en dire là-dessus parce que je veux respecter mon teasing, mais bon, je te raconte ça quand même. À l'époque, c'est vraiment un truc marrant parce que à l'époque, je suis invité par
un cabinet de consultants, tu sais, des mecs de très très haut niveau, vraiment bac plus 12, enfin vraiment des têtes, tu vois, des gars très très bons, et qui ont monté une boîte, et c'est très très bien parti, ils ont beaucoup recruté, mais malheureusement, ils avaient quelques clients pour démarrer, mais là, ils en ont plus, et ils ont un problème de pipe, quoi. Ils n'ont pas suffisamment de clients pour prospecter. Donc alerte rouge, quoi. Je discute avec les patrons, et ils sont vraiment très inquiets, quoi, hein, parce que les charges sont là. Excuse-moi, le pipe, ils n'ont pas en fin de compte un tableau, un CRM pas rempli de clients, on va dire, de prospects. Voilà, ils n'ont pas exactement, ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas de propal en cours, ils sont inquiets. Donc j'ai quelqu'un qui fait partie du board de ce cabinet qui me dit est-ce que tu pourrais venir faire un petit truc sur la prospection, tout ça. Donc il m'invite dans un séminaire très sympa, ouvert, etc. Et je me retrouve et j'ai tous les partenaires, là il y a 12 partenaires du cabinet en face de moi, je suis debout en face, et puis je leur dis bon, de quoi vous voulez que je vous parle? Et prospection, je dis bon, très bien, alors c'est quoi vos questions? Je te jure, hein, ça se passe comme ça. Et alors le premier, il me dit écoutez, monsieur Caron, j'ai une première question. Les notes de réflexion qu'on envoie à nos clients, est-ce que à votre avis, il faut les orienter plutôt verticales ou horizontales? Verticales, ça veut dire, tu vois, sur le marché, sur des marchés verticaux, ou bien sûr plutôt sur des filières. Je dis attendez, je note cette question, je note au paperboard. Un autre, oui, alors les communications qu'on fait par mail, est-ce que votre avis, il faut les faire plutôt en début de mois ou en fin de mois? À quelle fréquence? Ça, puis je note. Puis j'ai que des questions comme ça. Donc j'écoute, je remplis le truc, puis après je leur dis bon, moi j'ai une question, je vais leur dire, quand est-ce que vous commencez à licencier? Alors là, silence, on me regarde, il dit non, je suis très sérieux. Quand est-ce que vous commencez à licencier? Parce que moi je suis pas un grand financier, mais là je vois et puis je dessine, tu vois. Là c'est vos charges, là c'est votre chiffre d'affaires. Et à un moment donné ça se croise, donc il va falloir licencier. Je leur dis bon, j'arrête de vous embêter. Voilà ce qu'on va faire. Tout ce qui est aux questions, là on va oublier. Là je vais vous mettre mon portable ça c'est mon numéro de portable, je l'ai écrit. Je vais aller dans le jardin. Toi et toi, tu vas travailler ensemble, vous allez travailler ensemble, tu vas faire l'hypothèse que je suis le patron d'un laboratoire pharmaceutique. Toi et toi, vous allez travailler ensemble, vous allez faire l'hypothèse que je suis le patron d'une usine automobile. Tu vois, j'avais pris soin en amont de préparer tout ça. Et toi, et ainsi de suite. Et après, je vais dans le jardin, et les gars, ils doivent me prospecter pour prendre rendez-vous. Et donc là, évidemment, on passe de bac plus 12, des gars très sur deux, très forts, vraiment très puissants, hein, à des petits garçons, quoi. Ils m'appellent, mais comme en bredouillant des trucs, voilà. Donc, j'arrête le supplice au bout de 10 minutes, je reviens, je leur fais travailler sur le pitch, et après, j'aurais dit, bon, ce qu'on va faire maintenant, on va arrêter les trucs, là, vos mails et tout ça, vous oubliez, je vais venir régulièrement chez vous, 7h30 le matin, je suis dans vos bureaux, vous avez préparé vos listes, on chauffe pendant une demi-heure, il y a 8 heures, on appelle. Les gars, je te jure que c'est un de mes meilleurs souvenirs de formation commerciale. Les types, ils ont chopé des rendez-vous, mais ils étaient comme des gamins, quoi. Je voyais des mecs, bac plus 12, partir dans les couloirs en hurlant parce qu'ils venaient de choper des rendez-vous, quoi. Et je me souviens, ils ont chopé un notamment dans un laboratoire pharmaceutique, ça a généré 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, comme ça. Ah ouais. Et je suis venu 2-3 séances et à chaque fois, tous repartaient au moins avec 1 ou 2 rendez-vous. 1 ou 2 rendez-vous, c'est pas énorme, mais dans leur métier, c'est énorme. Et donc, qu'est-ce qui a changé en fin de compte? Mais qu'est-ce qui a changé? C'est qu'ils ont fait les choses. Je veux dire, quelquefois, moi, combien de fois... Ouais, ils ont arrêté de ils ont arrêté de se prendre le cerveau, parce que souvent, quand on a ces niveaux-là, on réfléchit trop. Exactement. Ils sont passés à l'action. Exactement. Et moi, je vais être très modeste. J'ai vu des gens dans des formations, mais moi, j'ai fait ça pendant 30 ans. Hein. Donc, j'ai plein de souvenirs comme ça, où les trucs les plus riches, c'était quand on prenait des rendez-vous en live. Donc, je l'ai fait des dizaines de fois, ce que je viens de te dire. Mais j'ai vu des gens faire exactement ce que je leur disais et prendre des rendez-vous. J'étais fou de joie. Et je te promets, j'ai vu des gens faire le contraire de ce que je leur disais. Ils n'y arrivaient pas. Et prendre des rendez-vous aussi. Donc c'est ça l'important. Ils étaient dans l'action. Donc à un moment donné, faut y aller, gars, faut y aller. Et si bon, alors je caricature, faisaient pas n'importe quoi, mais enfin, c'était pas au top, c'était pas parfait, mais c'est pas grave, ils étaient dans l'action et ils chopaient des rendez-vous. Et donc faut y aller. Il faut oser passer le cap, quoi. Faut oser passer le cap. Bon, après, ça n'empêche que tu as le droit quand même d'être pro, d'avoir préparé ton pitch, d'avoir des choses claires à dire, de donner envie, de pas t'y prendre n'importe comment et de donner le sentiment à l'autre que tu as bien préparé. Bien sûr. Mais la première des choses à faire, c'est se décider à le faire, se bloquer des séquences de prospection homogènes où tu ne fais que ça et pas papillonner un coup le CRM, un coup la machine à café, un coup la clope, un coup le truc. Tu fais que ça pendant 2 heures, tu t'interdis de faire autre chose. Et puis voilà, quoi. Et toutes mes expériences professionnelles que j'ai eues quand j'ai démarré des boîtes, j'ai fait ça. Et voilà, alors je suis pas le meilleur vendeur du monde, mais enfin bon... il semblerait que tu sois au moins le vendeur et un très bon coach.
Bon, Et ça en tout tombe bien. cas, je t'appelle, je suis au soleil, donc je sais que j'ai dû réussir deux, trois trucs. Voilà, aussi, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et concernant ça, parce que ben, on va rester sur la période de coaching pour passer donc à l'action. Quand on passe à l'action, souvent un autre problème, et moi j'aime bien reprendre la phrase, je crois que c'est Jim Rohn, je suis pas sûr, hein. Les noms construisent le caractère et les will business. Comment tu leur fais comprendre, parce que souvent les gens ont peur du nom, parce que techniquement un nom c'est rien, ça va pas te tuer, mais comment tu leur fais comprendre que ben, il faut passer par les noms, il y aura pas des oui tous les jours. Alors, c'est leur faire comprendre que le métier commercial, par essence, ou alors la fonction commerciale de leur métier, a ça de particulier qu'il faut savoir apprivoiser l'échec. Si tu sais pas apprivoiser l'échec, arrête. Si tu es comptable, tu peux pas être juste ou faux. C'est pas possible. Tu es obligé d'être juste. Si tu es commercial, ça peut être faux. Ça fait partie du job. Ce que je veux dire, c'est que l'excellence ne garantit pas le résultat. Tu peux être absolument excellentissime, mais si ta tête ne revient pas, tu signeras pas avec moi. Alors évidemment, si parce que tu signes pas avec moi, tu rentres en dépression parce que t'as pas signé, ah bah change de job quoi, parce que ça fait partie du truc, parce qu'il y a des tas de gens qui te supportent pas. On est tous pas supportés par notre panel, chacun. Et donc tu peux être apprécié par plein de gens, et puis pas apprécié par d'autres. Ton œuvre peut être excellente, mais il y a le beau-frère du président qui fait la même et tu passeras pas. Tu peux avoir fait un appel d'offres, faire des soutenances absolument remarquables, mais tu savais pas que c'était déjà pipé avant et que la soutenance était juste pour justifier un choix qui a été fait avant. Tout ça, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Et ça fait partie du job. Donc, on en gagne, on en perd. Il faut en gagner plus qu'on en perd. Voilà, c'est ça. Mais t'en perdras toujours. Donc, faut pas... C'est comme ça. Surtout que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le pipe, c'est vrai que quand tu as un pipe quand tu as un tableau de bord ou tu as un CRM qui est rempli, enfin pas rempli, mais qui a quand même assez donc tu as de quoi revenir, tu sais que c'est pas grave. Sur 100, tu auras, je sais pas, on va dire, Oui. en tout cas 80 non, tant que tu as 20 oui, voilà. Il faut juste se dire que tu peux pas avoir tout le monde de oui, ce qui est logique. C'est comme un buteur. Un buteur, il met pas. Moi, j'ai grandi aussi. Peut-être comme toi, tu as dû connaître Papin. Moi, j'ai connu Thierry Henry, moi. Aussi. Ah, Thierry Henry était plus efficace. Pour moi, c'est personnel. Hein. Mais Papin, quand je suis jeune, il se dit mais attends, il en vendange plein. Mais on s'en fout. On s'occupe de ce qui rentre, c'est tout. Voilà. Il en tirait plein et donc c'est la même chose. Et Jordan a même la phrase, bon, j'ai oublié cette phrase-là, qui dit qu'il a fait plein d'essais, qu'il fait plein de shoots, mais bon, à un moment, il reste quand même le meilleur joueur parce qu'il a tenté les shoots. Bien sûr. Et à force de les faire, on devient meilleur en plus. Après, ça, on n'a pas dit, c'est qu'à force de pratiquer, parce que je pense, voilà, les bacs plus 12 que tu disais étaient débutants, donc en plus, à force de pratiquer, ils sont devenus meilleurs. Non, mais mais comme tu t'adresses, si on reprend le début de la discussion, tu dis, voilà, j'ai beaucoup d'indépendants, des gens qui se demandent comment faire, etc. Je pense que ça, c'est hyper important à intégrer, quoi. On peut pas vendre toutes les affaires, on peut pas être apprécié par tout le monde, il faut pas compter sur une forme de justice, quoi. C'est pas juste. T'auras fait quelquefois un excellent boulot et t'auras pas l'affaire. C'est comme ça, quoi. Et moi, j'ai gagné des affaires qui étaient gagnées d'avance. Où le gars, il me dit, bon, je fais un appel d'offres, mais c'est avec toi, je veux bosser. Et des mecs en face de moi qui ont bossé pour rien. Et l'inverse est vrai. J'ai aussi bossé sur des projets où j'ai cru que j'avais des chances, et j'avais aucune chance parce que c'était déjà pipé d'avance. Alors là, je parle plus pour des affaires un peu importantes, que des appels d'offres un peu importants, avec, tu vois... Mais en fin de compte, on peut faire des relations, puisque par rapport à ce que tu dis dans le livre, tu reprends une phrase très connue, en fin de compte, de Mandela. Après là, on rentre vraiment dans la grande vente, hein, parce que là, on parlait de prospection et autres, mais quand on a fait un contact une fois, si on sait après, moi, je suis pas très fort en ça, hein, relancer et retenir en fin de compte le client dans ses contacts et le rappeler tous les 3 mois, 6 mois pour même pas business, hein, autre chose. Le jour où tu refais un business, t'as moins d'efforts à faire parce que tu le connais déjà. Donc c'est vrai que même si on perd l'affaire une fois, ça veut pas dire qu'on va pas refaire l'affaire dans 2 ans, dans 3 ans, mais il faut juste savoir. Ça, c'est encore une technique. Même moi en tant que commercial, j'ai du mal à faire, donc de tenir les relations et de revendre, mais c'est même l'une des meilleures techniques quand on dit en vente, c'est d'avoir un réseau et d'aller piocher dans son réseau au lieu de se fatiguer les prospecteurs. Bien sûr. Et ben, c'est tout l'esprit de la prochaine lecture que tu feras bientôt. Bon. Donc tu parles des appels à froid et aussi donc des... Je ne parle que... Parle-nous un peu du réseau alors, parce que ça c'est vraiment important, parce que souvent les gens en l'ont et n'osent pas le faire. Même moi qui actuellement ai fait un lancement, et là je vais refaire un lancement pour mon livre. J'ai fait un lancement, j'ai envoyé un bon nombre d'emails et de contacts, et certains je me suis dit, ah non, celui-là
j'ai pas envie de le contacter. Bon, je me suis forcé. Et souvent, en plus, comme je disais avec mon frère, parce là, j'ai une marque de produits alimentaires donc, que j'ai lancée sur Internet. Et on a fait un lancement, donc on a envoyé à tout le monde. Et souvent, c'est les personnes qu'on pensait qu'elles allaient dire non qui ont dit oui. Donc, parlons un peu donc des relations, comment on entretient son réseau, comment on fait pour se faciliter les ventes. Parce que c'est vrai que c'est techniquement l'une des meilleures façons de faire des ventes en allant piocher les gens qui sont autour de nous, qu'on a rencontrés déjà une fois. Parce qu'on n'a pas ce travail de briser la glace. Bah, t'as tout résumé, quoi. Donc là, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que euh, comment je pourrais dire, il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de faire. Aujourd'hui, les gens sont obnubilés par les réseaux sociaux. Alors bon, on est un peu dans une période Covid qui perturbe un peu l'appréciation sur ce que je vais dire, mais si on oublie un peu le Covid, il y a quand même plein d'autres façons de générer des premiers contacts, pas simplement les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que si tu veux, si je résume, je ne vais pas trop en dire là-dessus, mais si je résume, les commerciaux sont trop empressés. C'est-à-dire que trop souvent, tu considères que tu vas faire de la prospection, tu appelles des gens dans le dur, comme on dit, et tu t'étonnes d'avoir des résultats difficiles. Évidemment, voilà. Donc, mais aussi, ils sont pressés parce qu'ils veulent du résultat tout de suite. Et en fait, l'idée, c'est la vie est longue. La vie est longue. Moi, j'ai aujourd'hui, il y a 2 jours, j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, mais il se souvient encore de moi et on se parle. L'idée, c'est tu plantes des graines tous les jours qui vont pousser et que tu vas récolter un peu plus tard. Alors, au début, tu te dis, ouais, mais moi, j'ai pas le temps, il faut que je fasse du business. Mais oui, mais il y a un moment donné, il faut que tu démarres. Donc, aujourd'hui, le passé de demain. Donc, si tu commences à planter tes graines tous les jours avec patience, eh bien, dans un mois, tu auras des contacts qui auront un mois, qui seront déjà plus faciles à récolter. Dans 2 mois, tu auras des contacts qui auront 2 mois, qui seront encore plus faciles, parce que là, il y aura une relation, et ainsi de suite. Et si tu fais l'effort de t'autoriser de moindres résultats immédiats pendant quelques mois, mais te mettre dans une routine de réseau, de relations de façon régulière, eh ben, je te promets que dans 6 mois, tu as des affaires très régulières qui viennent d'elles-mêmes ou que tu cueilles beaucoup plus facilement. Mais il faut accepter de faire ce premier effort de construction de ton réseau petit à petit sans avoir d'obsession du résultat à court terme. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, c'est même très important ce que tu dis, parce qu'il y a plein de gens qui, alors là, je vais pas te faire plaisir, mais qui n'aiment pas la vente. Mais c'est techniquement pour eux une façon de le faire, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la vente indirecte en allant prospecter, en grossissant leur réseau, mais ils feront comme de la vente d'un moment à un autre. Il faut quand même demander. Bien sûr. Ah ben bien sûr, mais il vaut mieux que je demande à quelqu'un avec qui j'ai échangé déjà 2-3 fois. C'est quand même beaucoup plus facile de prendre rendez-vous avec lui que de l'appeler de but en blanc, il m'a jamais entendu parler de moi et de prendre rendez-vous avec lui. Donc là, j'enfonce des portes ouvertes, tout ça c'est connu, sauf que les gens savent pas toujours très bien le faire. Donc moi là c'est ce que j'ai voulu traiter dans mon prochain bouquin, c'est comment je fais concrètement pour étoffer mon réseau tous les jours et faire en sorte que la récolte soit plus facile. Et en fait, c'est vraiment un changement de regard sur la prospection. C'est faire quelque chose de beaucoup plus régulier, quotidien et beaucoup moins, comment dirais-je, difficile dans le sens. Moins one shot, moins pur commercial, c'est une vision long terme d'un entrepreneur. Enfin, voilà. Et moi là, pour te dire, j'adore ces périodes-là parce que j'ai adoré quand j'ai créé Halifax, parce que on a démarré vraiment à zéro. Pour tout te dire, j'ai eu un fichier Excel que j'ai gardé depuis le mois d'octobre 2003 jusqu'au dernier mois où je suis parti en décembre 2020. Et j'ai mon chiffre d'affaires mensuel sur ce fichier Excel pendant 17 ans. Donc j'adore ces périodes de débroussaillage, de découverte, de prospection quand tu pars de zéro, etc. Et si tu veux, on est passé de 17 000 euros de chiffre d'affaires mensuel à des chiffres quelquefois de 700 000 euros, 800 000 euros. Donc tu sens tu vois, c'est le côté puéril du commercial qui monte son truc, c'est quand même super. Et là, je recommence tout à zéro là en ce moment. Et c'est pareil. Et je fais exactement ce que je te dis. Je suis en train de tous les jours planter mes petites graines et d'avoir des contacts qui vont éclore dans quelques mois. Je le sais. Et j'ai aucun souci. Je sais que l'année prochaine, j'aurai plein de business parce que je fais des choses aujourd'hui sans m'exciter comme un dingue et absolument vouloir du résultat à très court terme. Mais il faut souvent on raisonne un peu trop court terme. Ou alors ça c'est le premier piège. Ou le deuxième piège, on est trop feignant
où on contourne l'obstacle. Par exemple, je suis allé dans une boîte il n'y a pas très longtemps qui fait du service immobilier. Je discute avec le directeur commercial et le gars me dit, les commerciaux, quand ils envoient un mail pour répondre à un appel entrant, t'imagines un appel entrant, des gens qui ont fait des demandes écrites ou orales sur les répondeurs, quand ils envoient un mail pour répondre à un appel entrant, ils considèrent qu'ils ont fait le job, quoi. Mais ça existe, hein, je te promets. Quand le gars il va sur LinkedIn et qu'il a eu 3 likes sur son post, il considère qu'il a fait le job. Donc il y a tous les outils qu'on met à notre disposition aujourd'hui, mais c'est absolument fantastique, quoi. Il y a 20 ans, 30 ans, quand j'ai commencé mon métier, si j'avais eu LinkedIn, si j'avais eu toutes les facilités de communication, les téléphones portables, etc., mais de toute façon, on l'aurait pas cru. On l'aurait pas cru. Et aujourd'hui, on a tellement de moyens comme ça qu'on a tendance quelquefois, je pense, à s'appuyer uniquement là-dessus. Et en fait, pour moi, tout ça ne remplace pas la prospection traditionnelle, elle la rend plus facile, la rend plus utile, plus facile, plus abordable. Mais il faut la faire quand même. Il y a bien un moment donné où il faut que tu t'enfermes dans ton bureau, tu regardes tous les contacts que tu as eus, et tu passes à l'action, t'appelles, et tu prends tes rendez-vous. Et là, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas en attendant sans arrêt que ça tombe du ciel. Alors après, il y a... Voilà. Bon, voilà. On va finir sur les 2 points qu'on n'a pas abordés, on en a pas un petit peu, donc de ton livre. On va revenir sur ton livre, parce qu'on a fait un grand... Ouais. Donc là, les gens ont compris, c'est plus une discussion, mais bon, vous avez compris, hein, on a apporté de la valeur. Donc, tu as parlé donc, de vendre tous les jours. Ensuite, donc, pour finir, donc, quand tu dis donc, ne vends plus comme ça, qu'est-ce que tu dirais aux gens qu'il faut donc, éviter de faire, même si tu l'as un peu dit là indirectement, voilà, la vente c'est pas juste prendre des contacts, c'est pas juste avoir un like, c'est faire plus. Qu'est-ce que tu peux déconseiller pour ceux qui ont peut-être souvent pris des mauvaises habitudes, et souvent malheureusement c'est des fois dur de refaire, donc de repartir à zéro, d'apprendre les bonnes habitudes? Alors 3 choses, ou 2 choses en tout cas. 1, respecter le temps de ton interlocuteur, toujours. Aujourd'hui, les gens la gestion du temps, c'est un truc qui est colossal pour les gens. L'agenda, on zappe sans arrêt. Donc, ne viens pas me voir sans avoir des choses à m'apporter, quoi. Ne viens jamais les mains vides, quoi. C'est insupportable. Ne viens jamais pour me poser des questions, pour savoir comment je suis organisé, etc. C'est insupportable. Je parle de prospection, hein, pour un premier rendez-vous. Voilà. Ça, c'est insupportable. Deuxième chose, ne me prends pas pour plus bête que je suis, quoi. C'est insupportable. Commencer à passer par la bande, à me poser des questions à la noix pour essayer de me rentrer dans des entonnoirs, etc., c'est insupportable. C'est insupportable. Les gens ont un degré de maturité maintenant sur le geste commercial qui est quand même supérieur, et les grosses ficelles, les trucs, oublie. Donc là, je vais faire une parenthèse. Donc toutes les techniques qu'on apprenait, parce que moi je suis plus dedans, donc je sais pas si toutes les entonnoirs, tout ce qui est technique, faut éviter, faut vraiment plutôt être émotionnel. Écoute, encore empathique, on va dire. Empathique. Il y a peut-être des gens qui prétendent le contraire, et puis chacun. Je veux pas me positionner tu vois, je prétends pas tout savoir et tout, mais personnellement, je trouve ça insupportable. D'accord. Quand quelqu'un... Est-ce que c'est insupportable en tant que vendeur, parce que nous on le voit donc indirectement, malheureusement. Vendre à un vendeur c'est compliqué parce qu'on voit l'entonnoir. Ouais. Ou est-ce que tu conseilles ça à tout le monde, ou c'est juste parce que toi Non mais attends, quand quelqu'un m'appelle et me dit Monsieur Caron, j'ai appris que vous aviez un problème sur votre site internet, est-ce que votre site internet c'est important pour vous? Mais oui. Arrête quoi. C'est quand on te dit faut poser des questions pour choper des oui successifs, mais arrête, c'est insupportable, tu te décrédibilises. Donc il y a plein de stéréotypes comme ça qui pouvaient être entendus peut-être avant, mais qu'il faut oublier, quoi. C'est pas et les gens qui débutent dans la vente peuvent quelquefois être mal inspirés en se crispant sur ce genre de truc. C'est complètement absurde. Donc ça c'est le truc. Et puis si j'osais, dernier truc, je te dis 3. Donc dernier c'est arrête de conclure. Souvent, on est obsédé par la conclusion. Et donc, la conclusion, tu sais, la conclusion de la vente, les mecs ils sont sur le closing. Mm-hmm. Mais ça aussi, c'est absurde. Si tu es venu me vendre quelque chose qui m'intéresse, c'est moi, client, qui vais closer le truc. C'est moi qui vais commencer à dire quand est-ce qu'on peut le mettre en place. Mais si ça m'a pas intéressé, tu peux me faire tes techniques à la noix, c'est même pas la peine. Donc, c'est en amont que ça se close. Et puis, deuxième chose, parler de conclusion quand tu viens de te mettre d'accord avec un prospect,
c'est quand même un peu dommage, quoi. Sémantiquement, je préfère que ça soit plutôt ouvrir, parce que c'est la première vente, c'est juste la première. Hein. Après, ce qui compte, c'est boomerang. Il faut que ça revienne et puis faire d'autres ventes, etc. C'est comme ça que tu deviens prospère, parce que si à chaque fois, après ta première vente, tu conclus puis qu'il n'y a plus rien derrière, c'est un peu dommage. Surtout Voilà, qu'en donc, général, le client, c'est lui qui va te recommander si tu as bien fait le boulot. Donc bien c'est sûr. aussi là le gros avantage. Et comme tu dis, en plus, moi j'aime bien cet esprit-là. C'est plutôt la personne, quand on a une personne qui veut closer, enfin pas trop vite, hein, quand on close trop vite, Ouais, c'est bizarre. Mais quand on close, exactement. qu'on a fait tout le boulot, c'est qu'en général, c'est qu'on a bien fait le travail et que c'est plutôt, comment dirais-je, respectueux pour nous. Voilà, on a fait le travail et la Exactement. personne veut vendre. Est-ce que j'ai oublié de te poser des questions? Parce qu'il y a des trucs que tu n'as pas voulu parler, donc je te réinviterai. Ouais, voilà, exactement. La question, c'est quand est-ce que sort le prochain bouquin? Ça sera dans 3-4 Ah, semaines. ben, Dans, dans dans 3-4 semaines. 3-4 Ouais, à peine, ouais. D'accord. Et là, j'ai la pression parce que j'espère qu'il sera. Je suis vraiment très très heureux par Left Event parce que je trouve que les gens sont d'une gentillesse avec moi absolument incroyable. J'en attendais pas tant. Il est reçu de façon merveilleuse. Tous les jours, j'ai des posts là-dessus sur LinkedIn, des gens qui me parlent de ça. Sur Amazon, il est en tête des ventes de façon permanente. C'est absolument J'ai incroyable. vu les commentaires, j'étais Ouais. surpris. Hein. Oh là là C'est là, mais énorme. c'est énorme, c'est d'une gentillesse absolument dingue. Je suis tellement content. Et donc maintenant j'ai une pression énorme parce que j'espère que le suivant sera aussi apprécié. T'as le Donc nom déjà pour l'autre? oui, mais je suis Ah, superstitieux, ok, bon. je donne pas. Mais Bon, ben, je le rajouterai dans le résumé. la couve est terminée, je l'ai validée hier, le titre est terminé, et maintenant je suis impatient de le sortir. Ça va être dans. Mais tu sais, c'est comme dans le principe de gestion du temps. Tu crois que tu as terminé, mais tu n'as pas. J'ai fait pour tout. Pour l'anecdote, j'ai fait 8 relectures du manuscrit après avoir pensé avoir terminé. Il y en a eu 8 derrière, de réécriture, de peaufiner, tout ça, Moi, j'ai d'enlever, abandonné. etc. Parce qu'on m'a dit qu'il faut arrêter, parce qu'à un moment, on s'arrête jamais. Donc là, je viens de finir. J'ai tout mis j'ai mis la couverture sur Amazon. Enfin, j'ai tout Voilà. fait parce que je me suis dit, je vais relire. Et surtout que moi, je l'ai fait relire par quelqu'un d'autre. Et même après Ah oui, lui, oui, qui est un pro de la lecture, j'ai vu des trucs qui me plaisaient pas. Donc je me bien suis dit, sûr, bien sûr. Il y a un moment je donné, il laisse faut y des aller. erreurs. Là, dans 3-4 semaines, ça sera là. Et Toi, donc voilà. il y a juste une différence, c'est que toi, t'es publié. Toi, t'es publié. Moi, je suis publié sur Amazon, donc je peux modifier quand je veux. Ouais, ouais. Toi, quand Ah mais tu es publié, c'est trop tard. moi aussi, je suis sur Ouais, mais Amazon. est-ce que t'as un éditeur ou pas? Non, non, je fais tout moi-même. Ah, ça va, c'est mieux. Oui, mais bon, comme t'es déjà populaire, il y aura plein de monde qui va lire, donc s'il y a une coquille, ils vont le voir Ouais, tout de suite. ouais, Moi, ouais, j'ai le temps, ouais. j'ai moins de stress. Mais bon, parenthèse. Voilà. Donc là, merci pour tout. Bah, je t'en Là, j'ai prie. posé les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Donc, quel est le business dont tu rêves, à part celui que tu fais actuellement, même si, bon, t'es déjà en transition. Donc, là, tes projets actuellement, c'est plutôt donc, le coaching et le développement, c'est ça? Ah, moi aujourd'hui, je fais plus de coaching. J'anime des conférences tu sais, dans les conventions d'entreprise, dans les sales D'accord. conférences, les événements annuels où on cherche un speaker pour venir parler, c'est à la fois un motivation speaker sur le thème commercial. Donc je fais que ça et j'écris des bouquins et des articles. Voilà. Je fais plus que ça. Et qui sont consultables sur mon site nicolascaron.fr. Donc, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? En tant qu'entrepreneur, ma meilleure expérience, je pense que c'est la dernière, c'est d'avoir créé Halifax de zéro, avec vraiment zéro chiffre d'affaires, et puis d'être parti alors que la société faisait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans le domaine de la formation, c'est pas en valeur absolue 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas énorme. Enfin, dans le domaine de la formation en France, c'est pas voilà, c'est un truc dont je peux ne pas rougir, quoi. C'est bien. En tout cas, on a senti que il y avait encore de l'émotion, que Oui, oui, c'était oui, oui. 17 ans Ouais. assez, Bien assez sûr, intense. bien sûr, Euh, bien sûr. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Excuse-moi, j'ai pas entendu ta question. Pardon. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Euh, Oh, ça va être un peu bateau, mais c'est la passion, quoi. C'est la passion. Tu sais, il y a un bouquin d'un gars qui s'appelle Hamel, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Qu'est-ce qui compte vraiment? Et il fait toute une pyramide et il dit le truc le plus important, c'est la passion, quoi. Et moi, tous les consultants que j'ai embauchés, j'en ai embauché beaucoup, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont moins bien réussi. Ceux qui ont réussi, c'est les gens qui ont la passion, quoi. C'est des gens qui sont passionnés par leur job. Alors moi, je parle de mon métier, mais dans n'importe quel métier, c'est pas tant le métier qui compte que la façon dont tu le fais. Si tu es vraiment passionné et si tu recherches vraiment l'excellence, quoi. Je trouve que la médiocrité, c'est quand même très difficile à vivre au quotidien, quoi. Je veux dire, moi, je pense que n'importe quel métier, tu le fais, si tu le fais avec passion et que tu cherches l'excellence, ça devient passionnant. Et souvent, tu vois, on peut parler d'un chirurgien, on peut parler d'un architecte, mais tu vois, j'avais lu un autre bouquin qui s'appelait Manager contre bras et marées, il y a des années de ça m'avait marqué. Il parlait des femmes de ménage
du Ritz, par exemple. La femme de ménage du Ritz. Mais elle est excellentissime, tu vois. Elle fait le même métier qu'une femme de ménage ailleurs. Mais elle le fait de façon prodigieuse. Il y a très peu de gens qui aient autant le sens du détail. Le gars qui fait n'importe quel métier. Souvent, on juge le métier. C'est pas le métier, c'est comment tu fais ton métier. Comment tu fais ton métier. Comment tu traduis cette passion. Et si tu as cette passion, mais oublie les techniques de vente. Le gars en face de toi va le sentir et il t'adopte tout de suite et c'est fait, c'est bon, quoi. Un comptable, tu peux avoir un comptable. Moi, j'ai vu plusieurs comptables là, pour monter ma boîte, ma nouvelle boîte. Bon, bah, t'as des gens, t'as envie de bosser avec eux, puis t'en as d'autres, t'as envie de partir, quoi. C'est le même métier. Il y en a qui fait avec passion, qui est intéressé par ton métier, qui s'intéresse au sujet de l'entreprise, et puis d'autres qui le font pour gagner des honoraires. L'un n'empêche pas l'autre, mais d'abord la passion, quoi. Ouais, parce qu'en plus, ça tombe bien, parce que comme on a parlé tout le temps là, de vente, et c'est vrai que dans la vente et dans la communication, c'est de faire passer des émotions. Et donc, quand tu as la passion, tu fais passer des émotions, automatiquement, ça se sent, et les gens sont motivés à avoir ces émotions-là. C'est comme quand on attend un chanteur, on est ému, si le gars, il vend, et il fait bien ou la femme fait bien les choses, tu as envie de continuer, ce qui est logique. Bien sûr. Bien sûr. 4e question, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi ? Sans aucune hésitation sur le plan de la vente, hein, comme tu veux. Moi, alors mon top de top, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Oui, il est souvent cité ici. Et manipulation. Ouais, c'est vraiment c'est un des rares bouquins que j'ai fait lire de force à mes filles. Et pourtant elles sont pas dans le commercial, mais je voulais absolument qu'elles lisent ça pour qu'elles comprennent. J'ai trouvé ce bouquin, en tout cas moi il m'a vraiment marqué. J'ai lu ça, la première lecture c'était en 94 à la sortie, et j'ai vraiment été il explique tout le sous-jacent des techniques de vente et des techniques d'influence, marketing, ouais. Et je trouve ça fascinant, et voilà. Donc ça, moi c'est grâce à mes invités que je l'ai lu, parce que on me l'a tellement cité que j'étais l'acheter et je l'ai lu. Voilà. Et toi, ta réponse à cette question, c'est quoi? Ah bon, j'ai posé la question. Ah, d'accord. D'accord. Bonne question. Ah là là, il y en aurait tellement. Ah là, tu m'as pris dépourvu là. Bon. Ok. Joker. Voilà, Joker. Mais dans tous les cas, tous ceux qui ont été cités en général ici, ouais, c'est penser devenir riche. J'aime bien aussi de cash flow quadrant, ou je l'ai encore lu ce matin, La magie de voir grand, ou Darren Hardy. Il y en a plein, en fait, il y en a trop. Heureusement qu'on me pose pas la question, parce que je pourrais partir pendant des siècles. Moi, je me fais une petite page de pub sur mon site, j'ai fait toutes mes meilleures lectures, donc tu as toute la liste de tous les bouquins voilà. Avec une petite note de lecture. Tu me donneras le lien, je le mettrai. Ouais. Ok, super. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Alors là, ça serait d'être meilleur en surf, parce que là, je galère. Tu sais que démarrer le surf à 56 ans, 57 ans, faut y aller. Alors ça y est, je commence à sortir, je commence à me tenir bien, mais j'arrive pas à tourner tout de suite. Tu viens nous faire la maladie de l'exquisite, attention. Et puis je viens de le citer. Il n'y a pas d'âge. Ah oui. Pour le surf quand même, tu sais, je suis le plus vieux dans l'eau. Il n'y a que des jeunes à 4 ans. Faut sortir. Hein. Faut avoir de la force. Pour ramer, pour lever tes fesses sur le board, c'est quand même physiquement, c'est quand même difficile. Je dis ça, mais je te comprends, parce que moi je suis très mauvais aussi en surf, donc. Ouais, c'est très difficile. Donc ça, j'adorerais arriver. Donc là, ça fait 1 mois que j'y vais et que j'essaye de monter. Je commence à y aller, mais c'était un grand rêve que je voulais arriver à faire. J'y suis pas encore, mais presque. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan perso, évidemment, c'était pour la boutade. Sur le plan pro. J'aurais rêvé être parfaitement bilingue en anglais, parce que je pourrais partager mes conférences dans le monde entier, mais je ne me sens pas encore capable. D'accord. Bon, voilà. On en parlera au prochain interview. Merci à toi, donc Nicolas. Je mettrai donc le lien vers le livre, Lève-toi et vends, et le prochain, dès que tu le mets, je le rajouterai. Je t'enverrai ça. Et on en parlera. Donc, grand merci à toi, et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Merci Thierry. Ciao. À plus. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou
intéresser quelqu'un que tu connais. Donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr, contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.